Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais évoquer ici un chantier qui est déjà assez ancien, hein, qui date de 2008 et que j'avais dirigé pour le département de la Haute-Savoie, pour le service départemental, avec un travail collectif qui avait été réalisé notamment avec Sylvain Coutran, donc, qui est géomorphologue, Christophe Buffon, qui avait fait l'étude historique en particulier, et Liliane Assessi, qui avait réalisé l'étude du mobilier et qui avaient tous participé au chantier sur le terrain. Comme ça. Donc, nous sommes sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains, dans la moyenne vallée de l'Arve, enfin sur les hauteurs de la moyenne vallée de l'Arve et dans les gorges du Bonnan. Le site du Châtelet est un site qui était totalement abandonné et enfoui dans la végétation, sur une zone encore exempte d'urbanisation, sur la rive ouest du Bonnan, donc juste en face du cœur de Saint-Gervais, puisque l'église doit être ici. C'est une étude qui avait été réalisée, alors c'est une étude archéologique un petit peu particulière, puisque ce n'était pas de l'archéologie préventive. Pourtant, on était en marge d'un chantier de construction qui était l'aménagement du contournement de Saint-Gervais et la construction du viaduc qui aujourd'hui enjambe le Bonnan. Et donc, dans le cadre de cet aménagement routier, eh bien, il y avait la volonté de la commune et du département d'aménager le site du Châtelet, qui est un site qui était connu des érudits et puis des chercheurs, mais qui était assez peu visible, puisque en réalité, on passait à côté par un chemin de randonnée, mais on ne voyait que quelques portions de murs qui émergeaient de la végétation et du sol. Alors, donc c'est une étude préalable à la mise en valeur du site qui a été réalisée sous forme d'un décapage un peu extensif de l'ensemble de la plateforme qui accueillait les bâtiments, et puis de sondages un peu ponctuels. Donc pour une opération qui a duré 6 semaines pour une équipe de 6 archéologues. Alors, le site naturel. Donc, on est dans un cadre qui est évidemment assez majestueux, sur les hauteurs, je le disais, de la vallée de l'Arve, et dans les gorges du Bonnan qui se dessinent ici en noir, en plus sombre. Et le site du Châtelet domine vraiment ces gorges qui sont très profondément encaissées dans le relief. Donc, on est juste au pied du massif du Mont Blanc et puis des dômes du Miage. Longtemps, le Châtelet a été considéré comme une motte, hypothèse selon laquelle eh bien, on en déduisait une ancienneté relative. En réalité, on a pu démontrer qu'il s'agissait d'un cordon morainique, donc un relief tout à fait naturel, qui avait été aménagé par la main de l'homme, mais qui n'avait pas été renforcé comme pouvait l'être une motte, où là où on a vraiment une constitution d'un tertre artificiel. Là, ce n'est pas du tout le cas. On est sur une moraine dont on voit bien ici la composition dans cette coupe, avec une matrice argilo-sableuse dans laquelle on trouve énormément de blocs un peu de tout type. On la voit ici, cette moraine, en partie en fond de sondage, avec de très gros blocs de schiste. Alors, des blocs de schiste, des blocs plus cristallins, des granites et surtout des gneiss. Ils sont généralement de toute taille, assez érodés, mais pas vraiment ronds, plutôt subanguleux, on va dire. Et la construction est complètement adaptée à ce substrat, puisqu'on voit ici ce qu'on appellerait un bloc erratique, c'est-à-dire un gros bloc arraché par le glacier et déposé dans la moraine, sur lequel on est venu construire le mur, sans forcément chercher ni à le retailler,
ni à le récupérer, ni à le sortir du tout. On s'est adapté au substrat. Voilà, il y a un problème de curseur en fait. Ah, le con. C'est plus grand. Option du pointeur laser peut-être. Ah oui, c'est au rouge, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, on voit très bien ici l'un de ces gros blocs erratiques. Alors, donc là, je m'appuierai évidemment sur l'étude qu'avait réalisée Sylvain Coutran. On se trouve sans doute sur une moraine déposée aux alentours de 16 000 ans avant notre ère, à un stade de déglaciation qui correspond à un moment donné où le glacier de l'Arve est encore très avancé, quasiment jusqu'à Sallanches, et le glacier du Bonnan, en revanche, a commencé déjà à se rétracter et à remonter dans la vallée. Et donc, c'est un moment où on a des dépôts qui se retrouvent libérés sur les côtés du glacier. On voit ici la position du Châtelet et de sa moraine, avec une évocation de la cartographie à cette période d'environ 16 000 ans avant nos jours, où le glacier de l'Arve est encore très très présent, et puis le glacier du Bonnan commence à se retirer. Donc c'est un glacier qui descend des dômes du Miage et qui est aujourd'hui, dont les lambeaux sont aujourd'hui le glacier de Bionnassay, de Trait-la-Tête. Un forage qui avait été réalisé dans le cadre des études préalables à l'implantation du pont sur le Bonnan a permis de déterminer que on avait au moins 23 mètres d'épaisseur de cette moraine, et le forage n'a pas réussi à atteindre la roche en place. Donc, c'est des dépôts glaciaires qui sont extrêmement importants et qui recouvrent en réalité une grosse partie du paysage actuel. Alors, du point de vue historique, on voit ici une peinture de la fin du XVIIIe siècle qui est due à Baccaire d'Albe, qui s'intitule « Le passage du Bonnan », justement, et où on voit très bien à l'arrière-plan le Mont Blanc, les dômes du Miage, et ici, sur les hauteurs, l'église de Saint-Gervais et une tour qu'on aperçoit qui est de l'autre côté des gorges et qui correspond à notre site. Alors, au Moyen-Âge, si on reprend cette carte des mandements du Faucigny au XIVe siècle, Saint-Gervais appartient à la châtellenie de Montjoie. Donc aujourd'hui, c'est la commune des Contamines de Montjoie. Et il y a un château qui est le centre de cette châtellenie, qui est réputé être à l'emplacement de l'église actuelle des Contamines, dont le clocher serait une des tours du château. Bon, tout ça resterait largement à démontrer avec précision, mais c'est l'hypothèse de travail. Cette châtellenie, elle est attestée dès la fin du XIIIe siècle, en 1277, et elle conserve son rôle le château conserve son rôle de centre jusque vers 1370. C'est un territoire qui est un petit peu marginal entre Beaufortain et Faucigny, avec des circulations qui sont quand même possibles, mais quand même très difficiles par le Val Montjoie et par le col du Bonhomme vers le Beaufortain, justement, et plus loin vers la Tarentaise. Alors, on a quand même un col à 2329 mètres à passer, donc autant dire que ce n'est pas exploitable toute l'année. Donc, on est vraiment sur un territoire qui est quand même un peu marginal dans le Faucigny. En 1339, l'enquête sur les châteaux dauphinois mentionne plusieurs nobles qui possèdent des maisons fortes et qui sont signalés dans la châtellenie, notamment Humbert de la Croix et son frère Jacquemet, ainsi que Jean de Pirot, le curé de Saint-Gervais, et Amédée de la Frasse. Alors Amédée de la Frasse, lui, ne réside pas sur la châtellenie. En 1411, une visite pastorale de l'église de Saint-Gervais mentionne une chapelle qui est fondée par les nobles du Châtelet de la Croix. Donc on a tout lieu de penser que les de la Croix qui sont mentionnés en 1339 sont peut-être à l'origine de la fondation de cette maison forte du Châtelet, et que l'un des deux frères, Humbert ou Jacquemet,
possédait la maison forte du Châtelet à cette période. En 1587, la famille Dufresne possède encore la châtellenie du Châtelet, qui n'appartient plus aux Delacroix, qui, je crois, est un lignage qui s'est éteint à la fin du XIVe siècle, enfin au milieu du XVe siècle, à la fin du XVe siècle. Donc, les Fresnay possèdent la seigneurie du Châtelet, mais ils occupent également des offices assez importants, notamment le fils du châtelain de Montjoie. Il reste propriétaire du Châtelet, de la maison forte du Châtelet jusqu'à la Révolution. Et en 1603, on a encore la mention de la maison forte du Châtelet de la Croix, qui est donc sur laquelle on a assez peu de mentions en fait dans les textes. Donc cette maison forte, elle appartient à un paysage qui est où l'habitat est assez dispersé en réalité. Sur la commune de Saint-Gervais, aujourd'hui, tout est très densément peuplé. Jusqu'à la Révolution, eh bien, on a, même jusqu'au XXe siècle, on a plutôt un peuplement qui est assez clairsemé, qui est regroupé quelques bâtiments autour de l'église, sur la rive est du Bondan. Et on a plusieurs maisons fortes et des fermes qui sont réparties un peu partout dans le paysage. En termes de maisons fortes, on mentionnera la tour de Bonguin ici, la maison forte dite de la Comtesse, qui devient le centre de la châtellenie à la fin du XIVe siècle, donc qui remplace le château de Montjoie, et la maison forte de Haute-Tour ici. Alors, sur la Mapsarde, dont est issue la carte que vous avez sous les yeux. Sur la Mapsarde, en 1730, le Châtelet est assez bien représenté et on voit un ensemble de bâtiments. Alors, voilà, comme je le disais, donc Haute-Tour, la Comtesse et la tour de Bonguin. Et avec le Châtelet, donc on a 4 maisons fortes sur la commune de Saint-Gervais. L'iconographie nous fournit quelques indices. Donc, comme je le disais, 1733, la Mapsarde, eh bien, on a 2 bâtiments qui sont bien identifiés. Donc, une structure qui est assez longiligne, rectangulaire. Un autre édifice qui est un peu en retrait. Et entre les 2 bâtiments, qui ne sont pas caractérisés dans les tabelles de la map, entre les 2, en revanche, on a une cour qui est dénommée place. Donc, c'est bien un espace qui est ouvert. Sur le cadastre de 1899, en revanche, ne subsiste qu'un seul bâtiment qui est le plus septentrional des 2, qui est celui-ci et qui est ici. Cette situation est assez évocatrice par rapport à la peinture de Baclair d'Albe, qui montre une grosse tour ici avec une toiture à 4 pans, une petite élévation ici et une ruine encore à l'autre extrémité qui peut correspondre à ce bâtiment. Alors, sur le terrain, qu'est-ce que nous apprend la fouille du site? Alors, tout d'abord, au départ, eh bien, on a essentiellement une plateforme qui est rectangulaire, qui fait à peu près 40 mètres de longueur et 10 à 12 mètres de large, où on aperçoit bien qu'on est sur un plat, même si on est dans la forêt. Après déboisement, on aperçoit bien qu'on est sur un replat et avec quelques murs qui apparaissent à l'extrémité nord de la plateforme. Une fois fouillé, il s'avère qu'on a un ensemble construit qui correspond exactement à ce replat, qui mesure 37 mètres de longueur par 9 mètres de largeur, soit environ 330 mètres carrés au sol. Alors, c'est un ensemble qui est composite, avec au moins 4 édifices que l'on peut discerner. Le bâtiment nord est le plus imposant et le mieux conservé. Il mesure 11,10 mètres par 8,80 mètres, soit à peu près 97 mètres carrés hors œuvre, c'est-à-dire les murs compris. Ce bâtiment, il a été aménagé en plusieurs pièces intérieures, au moins en rez-de-chaussée. Je reviendrai sur cette question-là, mais on a des murs de refend qu'on peut voir ici et qui viennent recouper l'espace intérieur.
On peut estimer qu'il y a environ 37 mètres carrés de caves qui sont semi-enterrées, qui sont creusées dans le substrat. Et puis, si on prend le rez-de-chaussée complet, on a à peu près 57 mètres carrés habitables. L'édifice est construit essentiellement en gneiss avec une construction qui est assez rudimentaire. Les chaînes d'angle sont assez bien soignées, on peut le voir ici avec des moellons assez bien ébauchés. Les parements, en revanche, sont essentiellement constitués par les boulets issus des moraines qu'on a à peine retaillés, qui sont généralement assez brutes, et qu'on a disposés en assises assez bien réglées avec des petites pierres en calage qu'on aperçoit ici, et qui viennent régulariser les assises et caler les blocs entre eux. Cet ensemble est bâti, comme je l'ai dit, vraiment sur la moraine, en s'adaptant au substrat. On voit ici un gros bloc sur lequel est construit ce mur, et le substrat morainique est visible, notamment ici en fond de sondage, avec une matrice vraiment argilo-sableuse très, très homogène, qui n'a pas été perturbée, à part pour le creusement des tranchées de fondation des murs. Alors, ce bâtiment nord, il a assez peu d'aménagements visibles puisque les murs sont conservés à l'extérieur sur 80 cm à 1 mètre, parfois une seule assise où on n'a vraiment que le plan. Donc, il est assez difficile de raisonner sur l'architecture et sur les aménagements de l'ensemble. On a quand même une porte qui est bien visible ici, dont le seuil était conservé, sans doute l'arrachement d'un pied droit là. Une porte qui est construite non pas avec du gneiss, mais avec de la carnieule. Alors, c'est une roche sédimentaire, calcaire, dans laquelle on a une certaine quantité de roches dolomitiques, donc avec du magnésium dedans. Et cette dolomie a pu être complètement dissoute par l'acidité, et ce qui laisse une roche qui est très vacuolaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elle est pleine de trous. Ça ressemble un petit peu à du tuf, mais la formation géologique n'est pas du tout la même. Donc, cette porte qui est ici, et ici, le soubassement d'une fenêtre avec un ébrasement qui est aménagé dans l'intérieur, enfin dans l'épaisseur du mur, et qui nous donne une idée du niveau de sol du rez-de-chaussée. Alors, on a pas mal de remaniements qui sont réalisés après la construction du bâtiment. Notamment la construction d'un premier mur de refend qui vient séparer l'édifice en deux. Dans la partie nord, on vient creuser une cave ici, dont on voit les arrachements de la voûte sur les côtés, et un autre mur de refend ici qui permet l'aménagement d'une deuxième cave. Donc on a deux caves qui sont aménagées en L, comme cela, alors que la partie où il y a la porte d'entrée du rez-de-chaussée, eh bien, elle reste au niveau de l'affleurement de la moraine. Alors, on peut voir ici le profil un peu que ça donne dans cette coupe à travers les caves, où on a un système d'escalier qui permet de descendre dans la première cave, puis un mur de refend avec une porte aménagée qui accède à la deuxième cave, dont on voit ici le profil de la voûte. Alors, je dis qu'elles ont été aménagées après la construction du bâtiment parce qu'ici, on voit la coupe du mur est et on voit que le mur présente un fruit qui est très important, il est très irrégulier et en réalité, on est venu creuser la cave le long des fondations du mur. Donc, on a une première construction qui est de plein pied et c'est seulement dans un second temps qu'on vient creuser cette cave. Des aménagements qui sont relativement soignés, là aussi, un encadrement de porte en carnieule et un escalier d'accès à la cave. La première cave était elle aussi voûtée. On aperçoit ici le démarrage de cette voûte qui devait être très plate et qui retombait juste en dessous du niveau de la fenêtre du rez-de-chaussée. Et donc une porte de circulation qu'on voit ici avec un arc segmentaire, lui aussi à moitié en gneiss et à moitié en carnieule, qui est bandé entre le mur et le mur de refend. Cet arc est assez original parce que là aussi, il montre bien l'adaptation des constructeurs au substrat existant. On voit cet énorme bloc
de granit ou de gneiss, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est du gneiss, qui a été retaillé, mais qui sert de base en fait à la porte et de jambage à la porte. On est juste venu l'habiller autant qu'on en avait besoin, mais il est resté en place. Et on voit ici à gauche les fondations du mur d'origine de la tour. On voit d'ailleurs que la cave ici a un petit peu déchaussé en fait la base du mur qui avait à peine 1,50 m de fondation. Alors, dans les aménagements aussi postérieurs à la construction de la tour, eh bien, on a tout un système de circulation en avant, avec en avant de la porte eh bien, une calade avec un petit mur qui sert à délimiter la calade, qui devait soutenir sans doute un auvent pour protéger l'accès. Ici, un second mur qui délimite le passage de l'escalier, qui devait probablement être couvert aussi, alors soit par la toiture de la tour, soit par un balcon, soit par un petit auvent, pour éviter les ruissellements à l'intérieur de la cave. Et entre les deux, une structure qui est assez énigmatique. On a un petit mur qui délimite, qui vient s'intercaler entre les deux systèmes d'accès, mais dont on ne connaît pas vraiment la fonction. Sinon, dans cette partie-là, on a essentiellement circulé sur la surface du substrat morainique. On n'avait pas de niveau de sol vraiment bien conservé à cet endroit. Alors, cette tour, elle est... Alors, bon, je l'interprète directement comme une tour. On est sur des épaisseurs qui font environ 1,20 m, des épaisseurs de mur. On a vu l'iconographie qui nous montre bien un édifice qui a au moins 3 niveaux d'élévation. Donc, on est sans doute dans un édifice qui est assez important et qui avait une fonction résidentielle, comme on vient de le voir, avec cette porte d'accès au rez-de-chaussée et ces caves en sous-sol. Cette première construction, elle est agrandie, elle est associée à une construction rectangulaire, ici, qui fait 18,50 m de longueur par 8,80 m de largeur, soit à peu près 162 m². À l'intérieur des murs, on a 122 m² utiles, avec ici l'extrémité la chaîne d'angle extrême de cet édifice. On voit bien que le troisième bâtiment qui est en vert vient s'adosser contre une chaîne d'angle qui est déjà existante. Je reviendrai sur cette question. Donc l'extrémité de ce bâtiment tout en longueur, elle est là, et puis on a un autre édifice qui vient agrandir vers le sud. Donc ce grand bâtiment rectangulaire, là on a retrouvé des niveaux de sol qui sont en assez bon état, avec un radier en galets qui est complètement noyé dans un mortier de chaux assez rose qu'on voit ici. Et puis là, on a une petite structure rectangulaire avec deux massifs de maçonnerie. Alors, ça reste assez difficile d'interpréter, voilà, une vue un peu plus rapprochée. Il reste assez difficile d'interpréter ça. On imagine assez mal un sol extérieur avec un mortier de chaux qui aurait tendance à se dégrader très très vite. Et puis finalement, là, il était en assez bon état de conservation. D'autre part, on voit cette structure-là. On ne sait pas à quoi elle pouvait correspondre, mais on imagine qu'elle a pu être la base des jambages d'une cheminée avec au milieu l'emplacement de l'âtre, de la sole de la cheminée, mais on n'a aucune trace de rubéfaction. Peut-être que les dalles qui formaient cette sole ont été arrachées et récupérées. Bon, ça reste une hypothèse de travail. On a vraiment très peu d'arguments pour renforcer cette idée-là. Ce qu'on voit ici aussi, c'est le passage d'une porte avec une partie du passage du tableau qui est ici, et puis des ardoises, des lauses qu'on a trouvées écrasées au sol, donc qui nous donnent des indices sur les matériaux de couverture de l'un ou l'autre de ces bâtiments. Et enfin, troisième bâtiment au sud, 7 mètres par 8,30 m, donc 58 m², 30 m² utiles au rez-de-chaussée, et des murs là beaucoup plus épais, 1,40 m à 1,50 m d'épaisseur. On voit d'ailleurs qu'il est très fracturé, ce bâtiment, et qu'il a sans doute subi les effets d'un tremblement de terre, puisqu'il est complètement, on voit les assises qui partent en biais, et tout l'édifice a en fait basculé et s'est fracturé.
On voit ici l'emplacement sur le mur ouest d'une porte aussi, qu'on retrouve là, avec toujours l'emploi de la carnieule. Et enfin, un quatrième édifice, ici, tout petit, 3,20 m par 2,90 m, c'est-à-dire à peu 9 mètres carrés environ. Alors, outre cet ensemble, eh bien, on a réalisé 2 tranchées dans une dépression qu'on voit un peu au sud du groupe de bâtiments. En fait, la plateforme domine d'à peu près 8 mètres le terrain environnant. Et puis, on a une sorte d'encellement ici. Et les sondages ont montré qu'il y avait un fossé qui avait été creusé ici et qui avait été ensuite comblé plus récemment. Ce fossé, il mesure à peu près 4,50 m de largeur pour une profondeur estimée autour de 1,20 m à 1,50 m. Alors, il est tout à fait possible qu'il ait été renforcé par une levée de terre qui a été arasée par la suite, donc ce qui aurait pour effet d'accentuer le relief. Au niveau du mobilier, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que Liliane Assessi y reviendra demain, je crois. On a un peu de lapidaire, pas beaucoup, mais un petit peu, quelques éléments qui nous indiquent des arcs en plein cintre chanfreinés. Ici, peut-être un élément appartenant à une hotte de cheminée en carnieule, quelques blocs de pied droit. Ici, on retrouve un pied droit avec un chanfrein. Et ici, on a un lot d'éléments d'encadrement de portes ou de fenêtres avec un tore, donc, qui appartiennent à un type différent des ouvertures chanfreinées. Donc tout ça évoque assez bien le Moyen-Âge pour des périodes qui sont assez vastes, malheureusement, puisqu'on peut très bien être aussi bien au XIIe siècle qu'au XIIIe ou XIVe siècle, sans aucune difficulté. Au niveau de l'occupation, le mobilier céramique ne nous est pas très utile, puisqu'il nous indique simplement que le site est occupé au moins jusqu'au XVIIIe siècle, avec pas mal de terre vernissée, et donc qui permettent d'attester l'occupation du site au moins jusqu'à la Révolution. La présence d'éléments, alors pas de carreaux de poêle, mais sans doute d'une tubulure, d'un poêle en céramique qui donne des indices sur les modes de chauffage. Et puis ensuite un peu de mobilier métallique, mais pas grand-chose, un couteau, une poignée de porte, une pommelle, une boucle, et un peu de verre à boire. Alors, je crois qu'on est bientôt au bout. Donc, je vais passer à la synthèse. Donc, quelle est la place de la maison forte du Châtelet dans l'architecture seigneuriale de la Haute-Vallée de l'Arve? Alors, cet ensemble, je l'ai dit, il est composé d'un grand rectangle, mais on a quand même une évolution avec une première tour, qui est sans doute celle représentée par Baclair d'Albe, avec une élévation assez importante, sans doute un niveau un peu aveugle là en bas, et puis deux petites parties noires qui pourraient indiquer des fenêtres. Donc on aurait au moins 3 niveaux au XVIIIe siècle. Et là derrière, 2 structures arasées. La première ici qui correspondrait à une deuxième tour à l'extrémité sud, et ici le petit massif qui est là, donc une troisième petite tour, peut-être une petite tour de guet ou une tour qui abritait des latrines, c'est tout à fait possible. Alors tout ça a évolué, donc on peut envisager l'association dans un premier temps d'une grosse tour avec un bâtiment d'habitation, un logis ou une grande salle, qui est un type qui est très répandu dans les châteaux du XIIe et XIIIe siècle. Cette salle à tour aurait pu être ensuite agrandie et sa défense renforcée par une grosse tour qui contrôlerait l'accès. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que quand on observe la disposition des portes, eh bien, on est obligé de contourner la tour pour rentrer par ici et ensuite rentrer dans le logis, ou peut-être un élément qui devient, on a vu ici que assez tardivement, on avait des aménagements de sol et qui semblent plutôt correspondre à des systèmes d'accès qui viennent de l'extérieur pour rentrer dans le bâtiment. Donc, on a peut-être au départ une salle à tour qui est transformée donc, avec un fossé qui dominerait, la salle dominerait d'environ 8 mètres le paysage environnant. On est sur un système d'éperons barrés
avec un édifice qui pourrait mesurer une quinzaine de mètres de hauteur, disons, au bas mot, et qui est transformé ensuite avec l'adjonction d'une deuxième tour et d'une troisième tour, et puis la transformation de la salle en cour intérieure et l'abandon de sa fonction résidentielle. Alors, on a pu prospecter un peu en complément des travaux d'Elisabeth Sirot sur les maisons fortes et les résidences seigneuriales savoyardes. Eh bien, on a pu reprendre un petit peu la prospection et voir une vingtaine de sites dans la Haute-Vallée de l'Arve qui ont permis d'apporter quelques éléments de comparaison. Alors, il y en a un certain nombre qui sont en cours d'études aujourd'hui, donc depuis quelques mois. Donc, on espère que ça apportera des compléments à ce que je vais vous dire. Enfin, je ne doute pas que ça apporte des compléments d'ailleurs. Donc, on voit que le plan du Châtelet est quand même assez original par rapport à l'ensemble des maisons fortes et des plans de châteaux qu'on possède aujourd'hui dans cette vallée. Un plan qui est assez longiligne. L'association de la tour et de la salle, on ne la retrouve qu'à Saint-Michel-du-Lac, aux Ouches, qui a une tour ronde. Et en termes de grosses tours, eh bien, on est un petit peu intermédiaire entre des tours comme celle de Bonguin ou comme celle de Châtillon-sur-Cluse, ici, qui font 7 à 8 mètres de largeur, et puis des tours beaucoup plus imposantes, qui sont des maisons fortes, attestées à partir du XIVe et surtout du XVe siècle, qui sont beaucoup plus vastes, qui peuvent atteindre 17 à 20 mètres de côté par rapport à notre tour du Châtelet. Alors ici, Châtillon-sur-Cluse, Oriane en a parlé. On a quand même des éléments de datation qui permettent d'envisager une construction 12e, peut-être 13e siècle pour certaines parties, parce que je crois qu'il y a des analyses en laboratoire sur un boulin d'un mur qui donne des hypothèses au XIIIe siècle. Un os pris dans le mortier. Saint-Michel-du-Lac, donc avec une grande salle ici à Archères et sa grosse tour maîtresse circulaire. Donc là, on est plutôt sur la seconde moitié du XIIIe siècle. Et notre tour de Saint-Gervais, du Châtelet, s'approche assez d'une série de maisons fortes, alors comme celle de Bellegarde à Maglan, qui est ici, qui est un peu plus grande, mais on est sans doute dans une physionomie qui ressemble à ça. Mais c'est quand même beaucoup plus petit que des grosses maisons fortes comme Dingy, qui est datée de 1311-1312, ici, ou que la maison forte de Dizonche à Salanches, qui sont sur des plans rectangulaires beaucoup plus imposants, et qu'on retrouve aussi au Tural à Maglan, vers 1318, et la maison de Loche à Maglan aussi, où là, on a sans doute une phase ancienne, à peu près contemporaine du début du XIVe siècle, et par contre, pas mal de remaniements au XVe siècle, datés de 1438-39. Et enfin, on constate qu'un certain nombre de ces édifices se sont vus adjoindre au cours du Moyen-Âge des petites tours, soit à vocation défensive, comme ici, alors, la Comtesse à Saint-Gervais, Haute Tour à Saint-Gervais, soit à vocation vraiment résidentielle et fonctionnelle, avec des tours d'escalier, au Rubin, à Salanches, ou la Frasse, à Salanches aussi. Là, on est vraiment à la fin du Moyen-Âge. Au niveau du mode de construction, le Châtelet est un peu plus rustique que des édifices comme Châtillon-sur-Cluse qu'on vient de voir, ou Saint-Michel-du-Lac, où on a quand même des assises qui sont bien réglées, beaucoup mieux construites d'ailleurs à Châtillon, mais on est sur un château princier. Dans les maisons fortes, le mode de construction est assez sommaire. On voit que tout le monde s'appuie sur l'utilisation des galets, enfin des boulets qui viennent des moraines, et qui sont mis en œuvre quasiment brutes, avec l'insertion de petites cales entre les assises, ce qu'on voit ici notamment au Tural à Maglan. Au niveau de l'emploi des matériaux, dans la vallée de l'Arve, on est plutôt sur un emploi pour le XIVe siècle du tuf ou de la carnieule pour les encadrements, comme on le voit ici à Dingy, 1311-1312, de la molasse ici en 1318 au Tural à Maglan,
Et puis, au milieu du XVe siècle, on voit apparaître l'emploi des calcaires massifs durs, ici, avec des arcs en accolade au Rubin, à Salanches, et puis à Maglan, à Loches. En revanche, dans la vallée du Bonnan, eh bien, à Saint-Gervais, à la Comtesse, on constate qu'on continue d'employer la carniole, on n'introduit pas du tout les calcaires durs, et on continue d'employer la carniole jusqu'en 1578 à la maison forte de la Comtesse. Alors voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, je voudrais signaler que le site a été mis en valeur sous maîtrise d'œuvre de Guy Desgrandchamps juste après le chantier de fouilles et qu'il est aujourd'hui encore visitable librement sur le chemin de randonnée des Gorges du Bonnan à Saint-Gervais. Merci.